18h42, bienvenue sur Europe 1 et sur CNews, toujours à mes côtés pour commenter cette actualité assez riche en ce vendredi. Naïma M. Fadel, Véronique Jacquier, Nathan Dever, Guilmi Yaeli et Olivier Jaoui, membre de la famille de l'otage franco-israélien Ofer Calderon. Merci d'avoir accepté mon invitation ce soir. Et c'est important, vous le savez, parce qu'Emmanuel Macron a annoncé ce matin qu'il ferait partie de la liste des 33 otages qui doivent être libérés par le Hamas. Il y aurait aussi Ohad Yahalomi, et sur CNews et sur Europe 1, on est ravis de cette nouvelle, évidemment, parce que je crois que nous avons les deux seuls médias à rappeler tous les jours avec Laurence Ferrari, à évoquer le sort de Ohad et Ofer. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris cette annonce, cette confirmation, je dirais, par Emmanuel Macron depuis Beyrouth ce matin? Alors déjà, la bonne nouvelle de l'accord qu'on attendait depuis des mois, dont on a suivi les péripéties il y a une dizaine de jours, et encore peut-être en décembre, en juillet, on finit par plus se souvenir combien de fois les négociations ont failli aboutir. Donc c'était un premier soulagement, un premier pas. La confirmation de cet accord aujourd'hui. L'annonce par le président Macron, évidemment, elle est intéressante parce que j'espère qu'il a des informations précises sur la liste et sur l'état de santé des otages. C'est une question que tout le monde se pose, mais bon, je suppose que s'il a tweeté et informé en disant qu'ils allaient être relâchés, c'est que j'espère qu'il aura des informations. En tout cas, on peut être optimiste. Donc c'est plutôt quand même, évidemment, cet accord, la libération d'un certain nombre d'otages, 33, une très bonne nouvelle. Pour la première fois depuis des mois, Hadas, ma cousine, la femme d'Ofer, m'a dit « je suis optimiste ». C'est la première fois que je l'entends dire ça, avec beaucoup d'inquiétudes. La première, et elle ne concerne pas qu'Ofer et Ohad Yahalomi, otages français, elle concerne les 96 otages, dont déjà on sait que, semble-t-il, d'après les Israéliens, au moins une quarantaine seraient morts. On ne sait pas lesquels. Donc première inquiétude, qui est vivant, qui est mort, et on n'en sait rien. Et c'est terrible pour les familles. Deuxième inquiétude, dans quel état vont-ils rentrer après 15 mois de captivité dans les tunnels, entourés de criminels, état sanitaire. Je crois qu'ils étaient l'un et l'autre blessés. Je crois que les enfants ont vu Ofer blessé à la jambe, si je ne me trompe pas, quand ils l'ont vu en novembre, parce que c'est la dernière preuve de vie qu'on a de lui. Pour certains otages, on n'en a aucune. État psychique. Je rappelle que les enfants qui ont été enlevés, Erez, 12 ans, et Sahar, 16 ans, une jeune fille qui ont maintenant un an de plus. Encore maintenant, ça ne va pas fort. Erez, il est toujours très inquiet, il a peur. Il va à l'école un jour sur deux. Sahar le dit clairement, elle est beaucoup plus forte, elle est plus âgée aussi. Je suis en Israël, mais mon cœur et mon corps sont à Gaza. Ils attendent leur père. Et quand ils sont revenus, je me permets de le rappeler, je l'ai répété souvent sur votre antenne, et ils ont découvert la mort de leur grand-mère, Carmela Dan, 80 ans, qui a été assassinée de sang-froid le 7 octobre. Et puis, c'est toujours très difficile à dire, leur cousine, Noya, 12 ans, qui a été assassinée aussi. Donc, dans quel état vont-ils rentrer? Et puis, le dernier point, c'est est-ce que l'accord sera respecté, et notamment par le Hamas, qui est une organisation dont on peut douter de la morale, et je ne sais pas si on peut leur faire confiance. Et le cabinet de sécurité israélien donne son feu vert à l'accord de trêve à Gaza. C'est une dépêche AFP. On va prendre la direction, si vous voulez bien. On poursuit cet échange, Olivier, avec vous et avec nos invités. Mais on va retourner à Tel Aviv, retrouver nos envoyés spéciaux, Juliette Sadat et Thibault Marcheteau. Quel est l'état d'esprit en Israël avec ce marchandage qu'on vient d'évoquer avec Olivier Jaoui? Parce qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser ce terme. Il s'agit bien de marchandage dans cette affaire. Oui, des familles suspendues, elles attendent, l'attente va être longue, leur sentiment est partagé, vous l'avez dit sur le plateau, entre le soulagement de voir prochainement des otages, certains otages fouler à nouveau le sol israélien en vie, et puis cette incertitude, cette inquiétude quant à leur état de santé, on ne sait pas dans quel état, évidemment, ils vont rentrer. Et puis surtout, 33 otages, ce n'est pas la totalité des personnes qui se trouvent encore à Gaza. Et pour eux, c'est essentiel. Tous doivent rentrer à la maison. Écoutez. On doit tempérer nos attentes, car on ne sait pas qui est en vie et qui est en bonne santé. On ne doit pas oublier que 33, c'est un chiffre et qu'il y a 98 otages à Gaza. Il n'est pas dans la liste, nous le savons. Nous avons vu la liste publiée. Dans tous les cas, nous allons continuer de nous battre. Même s'il n'est pas libéré, nous nous battrons jusqu'au bout.
Voilà une attente qui dure depuis maintenant 468 jours, qui pourrait prendre fin ce dimanche pour certains, qui retrouveront leurs proches, devraient être de retour à partir du premier jour de cette première phase de libération des otages. Les femmes d'abord, les jeunes de moins de 19 ans et les hommes âgés de plus de 50 ans, parmi lesquels, vous l'avez dit, vous l'avez évoqué, ces franco-israéliens toujours captifs. On ne sait pas, les familles ont été averties de leur présence sur cette liste des 33 otages, mais ils ignorent évidemment leur état de santé. Merci beaucoup, Jihad Sadat et Thibault Marcheteau depuis Tel Aviv. Olivier Jaoui, je poursuis et je vais interroger nos invités du soir dans quelques instants. Mais c'est vrai qu'on a souvent reproché à Emmanuel Macron de ne pas faire référence aux otages, et notamment à ces 2 otages franco-israéliens, et notamment au cours de sa cérémonie de vœux. Et puis il y a eu cette annonce ce matin. Comment avez-vous perçu cette communication en toute sincérité, Olivier Jaoui? Je suis généralement sincère quand je suis avec vous. C'est pour ça que je me permets de vous poser cette question. Il faut reconnaître à Emmanuel Macron qu'au moment du 7 octobre, il a été très proche des familles, il les a reçus, il est allé à Tel Aviv, c'est la première chose qu'il a faite. Et mes cousines, Hadas et Galit, qui a perdu sa mère et sa fille, ont toujours rappelé qu'ils ont noué avec lui, avec Brigitte Macron aussi, des liens assez forts qui semblent avoir perduré d'ailleurs au-delà des questions diplomatiques et autres. Elles ont assez vite été déçues, et moi en tant que citoyen français, puisque moi je suis français et parisien, je ne suis pas israélien, très rapidement de propos qu'il a tenus, de positions qu'il a prises, du refus de participer à la manifestation en novembre contre l'antisémitisme, et puis avec des propos de plus en plus durs, puis après ce qui s'était passé avec ce salon militaire où il aurait demandé le boycott des entreprises israéliennes et ainsi de suite. Avec un tweet pour le moins ambigu. J'ai des amis et de ma famille qui seraient beaucoup plus durs que moi sur je ne me rappelle plus du terme, les souffrances ou le calvaire injustifiable, commençant par citer les Palestiniens. Je suis d'accord sur le fait, et il n'y a aucun doute là-dessus, que les habitants de Gaza ont souffert terriblement. D'abord de la dictature du Hamas depuis 2007, et puis de la réaction d'Israël. C'est une réaction au massacre du 7 octobre. Mais cette idée de la manière dont il l'a indiqué, c'est vrai que puis il y a eu d'autres choses qui font que ça a pu déplaire. Je crois que le « en même temps » finit par en même temps déplaire à tous. Je ne suis pas sûr que ça satisfasse grand monde. Et puis, je ne sais pas aujourd'hui quel est vraiment le poids de la parole du président du point de vue diplomatique, et notamment dans cet accord. Donc, je n'attache pas grande importance, pour être très franc. Véronique Jacquier. Oui, je partage ce qui vient d'être dit. De toute façon, il faut rester très prudent. Oui, il faut rester prudent. Un cessez-le-feu, c'est pas un accord de paix. Moi, quand j'ai entendu Joe Biden, peu de temps après l'annonce, se réjouir qu'on allait reconstruire Gaza, j'ai trouvé que c'était un petit peu surréaliste et un peu trop irénique pour être vrai. Enfin, c'est évident. Donc, prudence, surtout que il peut... Enfin, le processus là qui va démarrer à partir de dimanche avec ces échanges au compte-gouttes, quelque part, il y a quand même une idée d'un peu de supplice chinois. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, non seulement ceux qui vont revenir dans un état sans de grande détresse psychique, physique. Enfin, c'est pire que ça. Certains vont vraiment être en lambeaux, vous l'avez dit. Il y a des personnes qui ne se remettent toujours pas du calvaire qu'ils ont vécu un an plus tard. Donc on s'imagine bien... on ne s'imagine pas justement à quel point c'est atroce. Il va y avoir aussi la communication qui va être faite par rapport à ce qu'ils ont vécu. Donc, émoi évidemment en Israël. Et puis, il faut noter quand même qu'il y a en plus cette idée d'un rapport de force sous-jacent entre le Hamas et Israël qui va se jouer à travers cette libération au compte-gouttes des otages. Et que là, on est sur un rapport de force de une libération d'un otage israélien contre 30 prisonniers palestiniens, on peut dire le mot de terroristes pour certains, même si ceux qui vont être libérés n'ont pas du sang sur les mains par rapport au 7 octobre. En 2023, l'échange, c'était un otage israélien contre 100 prisonniers palestiniens. Et on se souvient qu'en 2011, le soldat Shalit, c'était 1071 Palestiniens qui avaient été libérés. Donc en plus, ce contexte où vous avez raison de dire qu'il faut être prudent, il va y avoir d'un côté l'attentisme douloureux côté israélien, et puis de l'autre, pourquoi pas aussi,
des cris de joie côté palestinien parce que eux vont retrouver leurs prisonniers libérés, avec certains parmi eux qui vont être les futurs terroristes du Hamas pour encore et toujours mener la guerre à Israël. 2 mots rapides, je voudrais donner la parole de fin à Olivier Jaoui, Nathan Dever. Oui, non, je voulais juste dire un mot. Il faut rappeler quand même combien la question des otages, même avant le 7 octobre, renvoie à des traumatismes mémoriels très profonds en Israël. Ça renvoie d'abord au drame qu'il y avait eu pendant les Jeux Olympiques de Munich en 72, avec la prise d'otage de plusieurs athlètes israéliens qui avaient été tués par les terroristes. Ça renvoie aussi, vous l'avez mentionné, à Gilad Shalit, mais qui n'est pas le seul. Il y a eu d'autres soldats ou d'autres civils, même parfois des gens qui avaient des problèmes psychiatriques, qui ont traversé la frontière au niveau de la mer, qui sont arrivés à Gaza et qui ont été retenus. Il y avait eu une série en Israël qui s'appelait la série Khatoufim. Dans la dernière série de Foda, la dernière saison, pareil, c'était une question brûlante. Pourquoi c'est une question brûlante ? Parce qu'Israël a toujours eu cette logique dans son histoire de dire on privilégie la vie de nos citoyens à n'importe quel prix. Et que justement, le 7 octobre est venu percuter cette logique-là, ce choix-là, dont vous avez rappelé au moment notamment des négociations pour la libération du soldat Shalit. Et je crois quand même que cette mobilisation qu'il y a eu pour les otages, au-delà du fait qu'elle était déchirante, c'était aussi humainement et politiquement une mobilisation d'espoir. Olivier Jaoui, le mot de la fin, vous appréhendez dimanche ? Oui, parce qu'il faut que ça démarre et on va appréhender, comme vous l'avez dit, chaque semaine, est-ce que l'accord va continuer, est-ce que les otages seront libérés, lesquels seront libérés, lesquels sont vivants. Mais pour conclure en un mot, en hébreu, bien que je sois français, c'est le titre, la traduction du nom de l'hymne israélien qui est la Tikva, et en français c'est l'espérance. Donc je conclurai là-dessus si vous me le permettez. Eh ben, je vous le permets. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci les amis de m'avoir accompagné durant ces 2 heures. Ainsi se termine ce Punchline Week-end. Je voudrais remercier l'équipe qui m'a entouré pour préparer cette émission. David Brunet, David Poujol, Alexis Prince, Céline Génaud, Maë Granet et Maureen Vidal pour l'information. Merci à la programmation Anthony Bossès-Cama. Merci aux équipes en régie. Tout de suite, la suite de nos programmes sur nos 2 antennes. Sur Europe 1, c'est l'ami Pascal de la Tour du Pin. Et sur CNews, évidemment, le trio Philippe de Villiers, Elliot Deval, Geoffroy Lejeune. Belle soirée sur Europe 1 et belle soirée sur CNews. Bye bye.